Et donc, franchement, quoi. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. 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 Soit tu laisses ton son. Tu coupes ton son. J'ai tout coupé. Non, on va couper tout ça. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, Eric, on t'entend. Super. Oui. « 140 connectés, c'est un beau score quand même pour le moment. C'est bien, c'est bien. À partir de combien, Teams Bon, on va peut-être commencer. Hein, Ouais, on va commencer. On va commencer parce que vous êtes déjà bien nombreux. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci donc d'être présent pour cette formation donc, sur la facturation électronique, un sujet beaucoup dans l'actualité. Alors, peut-être pour se présenter rapidement, Eric, je te laisse commencer. Et puis, comme ça, on... Donc, Éric Desfontaines, alors je suis directeur associé principalement sur le site de Kléber, donc les collaborateurs, collaboratrices de Kléber me connaissent peut-être davantage que ceux de Rochefort ou de Cardinet. Directeur associé, moi, en externalisation. Alors, j'ai aussi des petites missions d'expertise comptable à côté, mais je fais principalement d'externalisation, transformation de la fonction finance. D'où ma présence sur cette formation sur la facturation électronique, parce que vous comprendrez qu'il y a une partie vraiment structurante dans l'organisation comptable de nos clients et des entreprises avec qui on travaille. Je passe le relais à Édouard. Bonjour à tous, Édouard Frison, avocat, directeur associé et avocat sur le périmètre Kléber, donc également, tout comme Eric, hein, celles et ceux qui me croisent à Kléber, vous me connaissez déjà. Pour les autres, j'interviens donc dans l'équipe avec Benjamin et Émilie sur la partie juridique et fiscale. La facturation électronique, c'est effectivement un sujet assez vaste et qui mêle... pardon, il y a des micros qui sont ouverts. Un sujet assez vaste et qui mêle finalement plusieurs métiers. Eric vient d'en parler sur l'externalisation et ainsi que le traitement des factures. Sur la partie fiscale, il y a des sujets en matière de TVA. Et je vais passer la parole à Christophe, qui est du coup, la dernière pierre angulaire Voilà. de cette équipe. Donc, Christophe Sauton, donc, directeur associé au sein du cabinet, en charge des sujets transformation et data. Il y a des micros qui sont ouverts, si vous pouvez les couper, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de questions. Voilà. Donc voilà, associé en charge de la ligne de service transformation et data. Donc en effet, comme on vous l'a indiqué, ce qui est important d'avoir en tête sur la partie facturation électronique, c'est que c'est vraiment, on va dire, ces trois domaines, ces trois axes de travail qui sont vraiment sollicités sur la facturation électronique. Des impacts autour de la data, on va y revenir, des impacts autour des process financiers, autour de la transformation de ces process, et puis des impacts autour de la fiscalité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente cette formation tous les trois, et Eric, Edouard et moi. C'est important pour vous d'avoir en tête que sur les sujets autour de la facturation, on est les associés au sein du cabinet en lead sur cette offre-là. Et donc, si vous avez des sollicitations de vos clients, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir directement.
On fera le relais après avec vos associés sur les dossiers, bien évidemment. Mais voilà, contactez-nous directement parce qu'on essaye d'alimenter un peu toute cette connaissance. Et puis, vous verrez qu'en fait, il y a des choses qui continuent à évoluer, certaines choses qui apparaissent, qui sont apparues beaucoup plus récemment. Je pense notamment au mandat opt-in. On va y revenir tout à l'heure. Donc, voilà, c'est quelque chose jusqu'à septembre 2026, date de mise en conformité, date limite de mise en conformité. Il va y avoir encore des ajustements, des informations de l'administration, et donc c'est quelque chose qu'on surveille de près. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir quand vous aurez des questions dessus. Je vous propose du coup qu'on commence. Ouais. N'hésitez pas, alors, si vous avez des questions, en effet, ce qui serait bien, c'est que tout le monde se met en mute. Quand vous avez des questions, vous la posez dans le chat. Nous, on va le surveiller et puis on répondra au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fil de l'eau et on y répondra. Et si à la rigueur, vous avez besoin d'interagir, dans ce cas-là, vous ouvrirez votre micro de façon ponctuelle. Alors, Édouard, je te laisse du coup commencer. Est-ce que la formation, elle suit? Alors, en guise d'introduction sur cette réforme de la facturation électronique, qui n'est pas une réforme franco-française, on le verra un peu plus tard dans les slides, beaucoup de pays se sont mis à la facturation électronique et la France fait figure de mauvais élève globalement en la matière, puisqu'on fait partie du dernier tir groupé des pays, entre guillemets, un peu civilisés qui se sont mis tardivement à la facturation électronique. Je vous rassure, nos amis allemands en sont également au même stade que nous. Et d'ailleurs, la réforme en Allemagne est assez sensiblement identique à celle applicable en France. En matière de grands principes et de dates clés, il faut avoir en tête que la facturation électronique, ce n'est pas une lubie particulière de l'État. C'est certes une réforme qui est poussée par la DGFiP, mais comme on vient de le voir à l'instant, ça n'a pas que des conséquences fiscales. D'accord? Ça, il faut l'avoir en tête. Et les objectifs de la réforme, ils sont triples. C'est déjà d'une part moderniser et sécuriser les échanges commerciaux, tout simplement entre les entreprises françaises dans un premier temps, et via le e-reporting avec les sociétés européennes et étrangères. Mais il y a aussi un rôle et un but de lutte contre la fraude à la TVA. De manière générale, il ne faut pas se le cacher. L'objectif, c'est d'améliorer la traçabilité des transactions en matière de TVA. Et enfin, le dernier pilier, c'est automatiser et simplifier la gestion administrative. Bon, simplification, on en reparlera. La facturation électronique n'emporte pas de réelle simplification. Au contraire, les sociétés vont être confrontées à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'opérer, des nouveaux opérateurs, et globalement, ça représente un coût. En termes de calendrier, et vous le voyez à l'écran, toutes les entreprises devront avoir une PDP au 1er septembre 2026. Alors, 1er septembre 2026, c'est une première date à retenir, puisque pour les grandes entreprises, les assujettis uniques. Assujettis uniques, c'est lorsque vous êtes membre d'un groupe TVA. Et je sais que certaines personnes qui sont présentes en ligne aujourd'hui ont des dossiers de groupe TVA. Donc gardez-le en tête. Les membres de groupe TVA, la deadline, c'est le 1er septembre 2026. D'accord? Et les ETI, tout cela en émission, à compter du 1er septembre 2026, seront obligés de passer au e-invoicing. En réception, maintenant, c'est toutes les entreprises. Donc, vous avez d'une part les grandes entreprises qui, entre guillemets, ouvrent le bal, mais globalement, la réforme en réception s'applique à toutes les entreprises. La deuxième étape, c'est le 1er septembre 2027 en émission. Et retenez que le 1er septembre 2027, c'est un peu le tir groupé restant, de tout ce qui n'est pas grande entreprise assujettie unique, et ça va concerner les PME et les micro-entreprises. Donc vraiment deux dates à retenir, 1er septembre 2026, 1er septembre 2027. 1er septembre 2026, tout le monde doit avoir une PDP en réception, et à l'émission, ça va être uniquement les grandes entreprises. 1er septembre 2027, en émission, on va avoir les PME, les micro-entreprises. Ça, c'est pour l'e-invoicing.
Oui, D'accord? et juste peut-être Oui. pourquoi avoir une PDP en réception à partir du 1er septembre 2026 pour les PME, pour les ETI qui n'auront pas l'obligation, hein, le 1er septembre 2026 d'émettre en invoicing, tout simplement parce que toutes les entreprises travaillent avec des grandes entreprises qui, elles, ont l'obligation d'émettre en fait à partir du 1er septembre 2026. Je pense à Exactement. Orange, je pense à EDF, on le voit, hein, chez nos clients, tous nos clients reçoivent des factures de ces grandes entreprises qui auront l'obligation d'émettre au 1er septembre 2026. D'où cette date clé qu'il faut retenir pour toutes les entreprises, 1er 1er septembre septembre 2026. 2026. Et d'ailleurs, le parallèle d'Eric est très bon, puisque pour celles et ceux qui ont des clients qui travaillent notamment avec les administrations, en tout cas toutes les émanations administratives, elles sont déjà passées sur une autre plateforme qui s'appelle Chorus, mais depuis bien longtemps. Donc effectivement, c'est un changement de paradigme total pour les sociétés. Retenez cette date, 1er septembre 2026. D'accord? Ça, c'est pour l'invoicing. L'invoicing, on va le voir dans quelques instants, ça concerne des transactions B2B domestiques, donc franco-françaises. Ça, c'est intéressant, puisque l'invoicing ne concerne que ce type de transaction. Donc, entre deux assujettis, deux sociétés franco-françaises, une transaction purement interne. Ça, c'est l'invoicing. D'accord? Et une deuxième étape dans cette réforme, dont on parle très peu, mais qui, à notre sens, est probablement la plus lourde, ou en tout cas celle qui va amener le plus de questions et qui, en termes de transformation au sein des groupes et au sein des sociétés, va être la plus importante, c'est le e-reporting. Le e-reporting, c'est tout simplement toutes les transactions qui ne sont pas visées par le invoicing. Et donc là, on va avoir les transactions B2C, on va avoir également les transactions B2B à l'export ou en intracom. Et là, retenez exactement le même type de calendrier, hein. On est sur le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les assujettis uniques, donc pour tout ce qui est groupe de TVA, ETI. Et 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. On va revenir un peu plus en détail sur l'invoicing et les e-reporting, mais déjà, en termes d'introduction, gardez en tête ces dates et gardez en tête que la réforme, en fait, elle se dédouble avec la facturation électronique invoicing et le e-reporting. Alors, bien évidemment, on en parle depuis des années. Objectivement, la réforme de la facturation électronique, on en parle en France depuis 2015. Ça arrive très tardivement. Ça a été décalé à plusieurs reprises. Il a été question à un moment de décaler cette date. Je vous rassure, cette date ne fera pas l'objet d'un décalage. On est prêt, en tout cas l'administration attend de tout le monde d'être prêt. Il n'y aura pas ou il n'y aura plus de décalage. D'accord? Sur la réforme en tant que telle, la question qu'il faudra se poser, c'est, bon, je suis une entreprise de taille intermédiaire. Est-ce que je suis une petite et moyenne entreprise? Finalement, c'est dans quel champ d'application je suis pour savoir si je dois être prêt au 1er septembre 2026, au contraire au 1er septembre 2027. Donc, d'une manière générale, il faut retenir que l'appartenance à une catégorie, est-ce que je suis une petite entreprise, une ETI, une micro-entreprise ou une grande entreprise, elle s'apprécie au regard de la situation individuelle, et ça c'est important, hein, c'est société par société, au 1er janvier 2025, d'accord? Voilà. Globalement, on regarde la situation au 1er janvier 2025 pour savoir dans quelle catégorie vous boxez, entre guillemets, et pour savoir à quel moment vous devez être prêt pour l'invoicing et le e-reporting. Peut-être une précision, ce sont des dates limites, hein. Et en fait, il se peut aussi qu'une petite entreprise qui serait en fait exigible à la facturation électronique au 1er septembre 2027 fasse le choix d'anticiper l'émission des factures avec les Tout à fait. PDP à partir du 1er septembre 2026. Dans la mesure où ils vont devoir le faire pour la réception de leurs factures, peut-être que certaines de ces entreprises vont vouloir aussi le faire en même temps pour l'émission. Donc en fait, il ne faut pas, si vous avez des clients de petite taille, forcément les restreindre, il faut être à l'écoute. Et puis, en effet, peut-être leur conseiller, si c'est opportun, d'anticiper leur mise en conformité.
C'est précisément le cas que visait Eric. Vous pouvez par exemple être une personne qui travaille avec de grands groupes, et si pour vous c'est beaucoup plus simple de passer ou d'anticiper cette transformation de facturation électronique, ça peut finalement être un petit coup d'avance qui va coûter un peu d'argent forcément sur la mise en place, mais qui d'un point de vue organisationnel fera gagner beaucoup de temps à tout le monde. Donc effectivement, Christophe a raison là-dessus, c'est des dates limites, elles peuvent être anticipées. Euh, le volet, on peut parler peut-être du volet, et ça, c'est là où il est important de comprendre que le e-reporting est probablement ce qui va occuper, ou en tout cas agiter un peu plus les sociétés que le invoicing. D'accord? Rappelez-vous, le invoicing, donc c'est la traduction anglaise de facturation électronique, hein, on transmet des factures, d'accord, entre assujettis français pour une transaction franco-française. D'accord? Donc, c'est de la manipulation, si vous voulez. Ça ne nous concerne pas nous, hein, c'est pour le client. D'accord? C'est de la manipulation de factures. Le e-reporting, en revanche, on touche à autre chose. Il y a le e-reporting paiement et le e-reporting transaction. Alors, le e-reporting paiement, c'est tout simplement, vous encaissez une prestation de service. Donc, vous devez déclarer, en tout cas reporter, toutes les, tous les encaissements que vous faites au titre de chaque paiement. Et vous avez le reporting transaction, c'est toutes les transactions qui sont visées, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, à l'exception des transactions B2B domestiques, donc franco-françaises. Le Et là- e-reporting paiement, c'est une DAS 2, c'est ni plus ni moins une DAS 2 à DAS2. faire tous les 10 jours. Voilà. Voilà. Mais sauf que c'est à faire, effectivement, tous les 10 jours. Et c'est là que vous voyez le côté un petit peu Grand et- structurant et lourd Et en lourd. termes de process, Ouais. puisque comme vient de le dire Eric, pour toutes les transactions, vous avez un délai de 10 jours. Vous déclarez donc par 3 reprises au cours d'un même mois l'ensemble des transactions. Et ça, il faut l'avoir en tête et il faut l'intégrer dès à présent, puisque clairement, ça va nécessiter d'avoir une vision sur la donnée, d'où nos interventions respectives, Eric, Christophe et moi, l'intervention, d'avoir une qualité de données, d'avoir la main sur les flux, d'accord? Et c'est globalement l'e-reporting transaction qui va agiter le plus vous en tant qu'expert, nous en tant que conseil, mais également les clients. Le e-reporting paiement, il faut avoir en tête que c'est un peu sur la même cadence que la déclaration de TVA finalement. Le reporting paiement s'effectue dans les 10 jours qui suivent le mois concerné par l'ensemble des paiements. D'accord? Et vous avez également, bien évidemment, des règles différentes en fonction du régime d'imposition de la société. Si vous êtes au régime réel normal, donc c'est les premières catégories que vous voyez, pour les transactions, c'est 3 reporting. Non, c'est même 4 reporting. Parce que Ouais. c'est 3 au titre du Ouais. mois, mais le mois qui suit, Ouais. vous avez le quatrième. Donc c'est 4 reporting, pardon, excusez-moi. Et le reporting paiement. Pour le régime réel normal, le régime simplifié ou la franchise en base, vous voyez qu'en termes de volumétrie de déclaration, on est sur un montant, enfin, on est sur une période déclarative plus faible. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose? Non, on peut peut-être parler de l'option sur les débits, parce qu'effectivement, pour éviter le e-reporting paiement, on se dit qu'on peut opter sur l'option sur les débits. Au moins, ça permet en fait de squeezer cette partie e-reporting paiement. Néanmoins, attention, l'option sur les débits, on en parlait avec Ouais. Edouard en préambule du webinaire. On disait oui, c'est bien, mais ça nécessite d'avoir quand même des capacités en cash et un confort en cash suffisant pour supporter en fait, l'avance de TVA que vous faites au trésor. Donc, on peut l'évoquer avec le client. Néanmoins, attention à cette alerte sur la trésorerie en fait, qu'il est nécessaire d'avoir Ouais. pour mettre en place une option sur les débits. Alors, juste pour en revenir sur, parce que c'est un point qu'on nous a remonté assez souvent en nous disant super, on opte pour les débits Ouais. et on est beaucoup moins concerné par la réforme. C'est assez court-termiste comme vision. C'est pas tout à fait faux. En revanche, comme l'a dit Eric,
Vous êtes au débit, vous facturez. En principe, la TVA est collectée non pas à l'encaissement, mais à la facturation. Or, vous le savez tous, on est rarement payé au moment de la facturation. Donc, comme le disait Eric à l'instant, attention au décalage de trésorerie, puisque la TVA va être réputée collectée à la facturation. Donc, le Trésor va s'attendre à ce que vous versiez la TVA, quand bien même vous n'avez pas été payé. Je pose la question inverse. Maintenant, vous avez un prestataire qui est sur les débits, il vous facture, et en principe, la question, c'est le e-reporting paiement. Et là, vous recevez une facture, mais le paiement ne va pas être fait dans l'immédiat. Donc attention avec les débits, c'est une petite pomme empoisonnée, dans le sens où, effectivement, ça permet de s'échapper un petit peu des obligations déclaratives au titre du e-reporting notamment. Attention, vous allez avoir des décalages déclaratifs. Donc les débits, c'est comme, on va dire, aujourd'hui, ça à manier avec un peu d'attention. Il faut faire attention quand vous avez des clients qui sont au débit. D'accord? Et puis, ouais, c'est attention aussi. Là, je pense que vous commencez à avoir un peu ce qu'on disait en préambule de notre webinaire, c'est le côté structurant de cette réforme. Même pour nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, le e-reporting, paiement et transactions, ça va nécessiter en fait de tenir et de mettre à jour nos dossiers de tenue mensuellement, voire de manière hebdomadaire pour le e-reporting transaction. Donc, ce qu'on faisait précédemment, de dire, bah tiens, par exemple, mes ventes, je suis sur les encaissements, je me base sur mon relevé bancaire pour les plus petits dossiers, mais qui sont en régime réel normal, en mensuel, et je collecte ma TVA depuis mon relevé bancaire. Bah, ça, c'est fini en fait, Ça, c'est parce fini, que ouais. là, clairement, il va falloir y reporter. Et puis, on va y venir juste après, hein, avec la mise en place de statuts sur le cycle de vie de la facture, où là, ça va imposer, En plus, ça va être beaucoup plus au fil de en temps. plus, ouais. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. C'est un saut quantique. C'est un saut quantique à la fois pour les clients, mais à la fois pour nous, comme vient de l'expliquer Eric, dans la façon, dans nos habitudes de travail. C'est un saut quantique. Et il y a deux options. Soit on suit ce saut et globalement tout va bien se passer, soit on garde nos petites habitudes et là on va avoir des problèmes. Et les premiers qui auront des problèmes, ce seront les clients. Le slide suivant, en fait, on vous montre un peu les impacts directs sur une CA3. Donc, il faut bien comprendre en fait qu'on va y reporter, hein, comme on vous l'expliquait, sur les paiements, sur les transactions, et on va invoicer pour le flux B2B France. Concrètement, comment ça se reporte dans la CA3? Vous voyez l'encart bleu en fait qui concerne les flux B2B France. Donc ça, c'est notre e-invoicing, hein, c'est nos ventes, prestations de services en France. Le e-reporting paiement et le e-reporting transaction, c'est donc le reste de l'encart rouge. Et là, on voit bien en fait l'impact structurant que va avoir cette réforme sur nos CA3 et surtout le travail supplémentaire que ça va induire parce qu'il va falloir cadrer en fait ces flux. Il va falloir cadrer ces flux avec ma CA3 et ma compta de manière mensuelle et de dire, OK, j'ai e-reporté tant en fait ce mois-ci en e-reporting transaction. Concrètement, est-ce que je retrouve les mêmes chiffres dans ma CA3? Donc là aussi, hein, il ne s'agit plus de faire un cadrage CA3 mensuel, annuel comme on pouvait le faire précédemment, mais il va falloir aujourd'hui cadrer nos flux chiffre d'affaires et achats de manière mensuelle. Ce qu'on a oublié de préciser, Eric, c'est le invoicing ou le e-reporting ne fait pas disparaître la CA3. Donc c'est quelque chose, vous venez de le voir, qui se cumule. Et ne fait pas disparaître la DAS 2. Exactement. Donc on est sur un ajout, entre guillemets, de reporting, un ajout de travail. Et ça, il faut également l'intégrer dans votre méthode de travail, dans votre plan de charge, puisque ça va venir en plus et non pas au lieu de. Les cas d'usage. Bon, les cas d'usage, là, je pense qu'on va passer rapidement parce que alors on pourra en faire toute une formation. Je pense que ce qui est important de garder en tête, bon, et je laisserai Edouard, parce que c'est quand même un peu plus son domaine, mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 36 cas d'usage qui ont été listés par l'administration. Et je dirais, ces cas d'usage,
c'est un peu plus d'ordre technique. Ça permet vraiment aux PDP, donc aux outils qui vont émettre les factures, recevoir les factures, de faire on va dire, les bons paramétrages techniques. Donc, il faut pas faire peur à nos clients sur ces différents cas d'usage. Ce qu'il faut avoir en tête, voilà, c'est qu'il y a 36 cas d'usage. Et ce qu'il faut avoir surtout en tête, c'est qu'il y a certains cas d'usage qui sont génériques et d'autres qui sont non génériques. Voilà. En fait, les cas d'usage génériques, c'est les cas d'usage qui seront repris par l'ensemble des PDP. Aujourd'hui, il y a 90 PDP, on va y revenir. Et donc, les cas d'usage génériques, ils sont repris par toutes les PDP. En revanche, les non génériques, eh ben, c'est là où il y a un travail d'analyse à faire avec son client s'il est sujet à ce cas d'usage et avec le choix de la PDP pour savoir s'il y répond. Donc, je pense que c'est surtout ça. C'est Édouard. exactement ça. En fait, dites-vous bien que là, auparavant, comme l'a expliqué Eric de manière, je trouvais assez synthétique, mais très claire, où vous preniez la compta, vous regardez tous les éléments, les comptes de classe 7, hein, les produits, vous réconciliez, etc. Là, il va falloir rentrer encore plus dans la vie de vos clients pour voir s'ils ne sont pas soumis à des cas d'usage. Les cas d'usage, par exemple, c'est facture à payer un tiers. Donc, en fait, on passe par un tiers pour facturer. Ça existe dans certains business. Vous avez aussi des business où vous avez des intermédiaires transparents, de l'autofacturation, vous avez des mandats. Bref, il va falloir un peu mieux comprendre l'activité de vos clients, de lister ces cas d'usage. Pourquoi? Parce que ces cas d'usage vont faire l'objet d'une analyse séparée pour le e-invoicing et pour le e-reporting. Et comme l'a dit Christophe, et vous allez le voir dans quelques instants, vous avez des cas d'usage, typiquement les acomptes. Ça, c'est générique. Toutes les sociétés, à peu près, font des acomptes sur de la prestation de service ou sur de la livraison de biens. Donc ça, on va être sur du générique. En revanche, vous allez avoir des cas d'usage qui vont être un peu plus spécifiques. Spécifiques par rapport à une industrie particulière, spécifiques par rapport à une société et son histoire. Et donc là, il va falloir rentrer un peu plus dans la vie de la société pour bien lister ces cas d'usage, pour justement, et ça c'est ce que Christophe va vous expliquer dans un instant, l'orienter au mieux vers une PDP qui répondra vraisemblablement mieux à son organisation, à son industrie, à son activité. Ouais, parce que attention quand même, on a des cas d'usage qui sont génériques, qui sont non génériques, mais qu'on retrouve quand même dans beaucoup d'entreprises. Je pense à, par exemple, la multicommande, multilivraison. Petite dédicace à mes équipes conseils, mais ça, sur des grands comptes, c'est des choses qu'on retrouve quand même, ou de la facturage, ou voilà, qu'on retrouve sur bon nombre de factures. Donc, il y a quand même un petit warning, mais Christophe, je te laisse. Et l'expérience a montré que quand on commence à revoir ces cas d'usage avec les clients, la première réaction, c'est de dire bon non, mais j'ai très peu de cas d'usage. Ouais. La conclusion, c'est qu'au final, il y en a plein. Au final, oui, ils ont quelques opérations, mais bon, même quelques opérations, bah, ça fait qu'il faut pouvoir rentrer dedans. Donc en fait, attention quand vous échangerez avec vos clients parce que voilà, la première réaction peut être assez limitative, alors qu'en fait, en creusant le sujet, il y en a certains qui doivent être traités. Donc voilà, donc ça, de toute façon, vous aurez le support, donc vous pourrez les parcourir. Et là encore, hein, n'hésitez pas à contacter Édouard s'il y a des sujets sur l'identification de tel ou tel cas d'usage. Peut-être si on passe. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu le phénomène mondial hein, sur la facturation électronique. On en a parlé brièvement au tout début du séminaire. La France n'est pas dans les premiers. Il faut l'avoir en tête. On est plutôt dans les derniers. Alors, avec d'autres pays, hein, je citais l'Allemagne, il y a aussi la Belgique, etc. Mais c'est un phénomène mondial. Et c'est un phénomène qui va devenir tellement mondial, ça je pense qu'on en parle en guise de conclusion, qu'en 2030, donc c'est demain, hein, 2030, on est en train de réfléchir sur 2026-2027, mais en 2030, il y a une directive qui s'appelle la directive VIDA, qui a pour objectif d'harmoniser toutes les règles de facturation électronique au sein de l'Union européenne. Donc, ce que nous sommes en train de faire à titre préparatoire, entre guillemets, en France pour 2026-2027, il va falloir vraisemblablement ajuster ce qu'on est en train de mettre en place
à compter de 2020 de 2030 pour vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement parce que pour le moment c'est un peu nébuleux, avoir une sorte d'invoicing généralisé au sein de l'Union européenne. Donc toutes les transactions qui font l'objet du e-reporting aujourd'hui, entre la France et un pays de l'Union européenne, il est possible qu'en 2030, en fait, ces transactions-là entrent dans un système global européen de facturation électronique. Donc ça, c'est aussi peut-être la discussion que vous aurez avec vos clients, c'est 2026-2027, ce sont les règles françaises qui s'appliquent. Attention, gardez en tête que 2030, tout le monde va y passer au sein de l'Union européenne. Et pour ceux qui ont des clients peut-être ou qui ont voilà, connaissance de ce qui se passe en Italie, en Espagne avec le invoicing qui est déjà en place, oui, c'est un bon exemple, c'est un bon départ pour nous, mais nous, on va encore plus loin avec le e-reporting. Donc, c'est à avoir aussi en tête si vous avez des clients qui sont internationaux et qui vous disent oui, mais j'ai déjà mis ça en place sur ma filiale en Espagne ou en Italie. Alors, certes, mais juste sur le volet invoicing et pas sur le volet e-reporting. Or, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est quand même, a priori, le e-reporting, c'est ce qui va être le plus chiant. Ouais, le plus chiant. On peut le dire dans des termes un peu crus, ça va être le plus chiant. PDP? Ouais. Christophe, tu veux? PDP, écoutez, voilà, ce qu'il faut garder en tête. Alors, il y a eu un petit revirement, ça c'est quand même important de le mentionner, en octobre 2024. En fait, jusqu'à octobre 2024, la réglementation sur la facturation électronique permettait en fait aux entreprises et aux opérateurs de dématérialisation en fait, d'envoyer directement leurs factures sur la PPF, la plateforme publique de facturation. Et donc, du coup, il y en a certains qui s'orientaient vers cette option qui était en connexion directe et qui imposait du coup de faire tout le paramétrage technique qui est fait par les PDP, de le faire eux-mêmes, et ce qui aurait eu pour conséquence en fait d'avoir une PPF qui aurait absorbé un flux, une intégration de systèmes beaucoup plus importante. Et probablement moins cher. Probablement moins cher, mais du coup, en fait, une complexité plus importante à gérer par l'administration, avec aussi des conséquences, des risques de cybersécurité, parce que plus on met de flux en réception, plus on a de risques. En octobre 2024, l'administration a dit on arrête la connexion directe sur la PPF, et en fait, les entreprises sont obligées de passer par une PDP. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le modèle qu'on a, c'est que la PPF, alors, elle va perdurer pour l'échange entre PDP, et puis surtout, on va y revenir, la fonctionnalité principale de la PPF va être la gestion de l'annuaire. Donc l'annuaire qui va permettre d'échanger la bonne information entre la PDP, entre le fournisseur et le client. Mais donc, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que maintenant, toutes les entreprises sont obligées de passer par une PDP, par un outil qui va émettre la facture, qui va transiter donc sur le réseau PayPal et qui va arriver vers une autre PDP. Donc, la conséquence pour les clients, c'est qu'ils sont obligés de souscrire une PDP, et donc qui sera certainement un petit peu plus coûteuse, avec des conditions contractuelles qu'ils auraient pu éviter en passant directement par la PPF. Mais de l'autre côté, l'avantage pour l'administration, c'est que du coup, au lieu de gérer potentiellement des milliers de connexions, là, ils ont 90 canaux qui sont les PDP immatriculés. Et donc, du coup, ça fiabilise quand même le réseau. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est 4 milliards de factures par an. Donc, la tuyauterie, elle a intérêt à être costaud. Donc, je pense qu'en effet, moi, je comprends ce changement d'orientation parce que ça sécurise quand même beaucoup les flux, en tout cas. Oui, et puis l'administration va endosser finalement le rôle où on l'attend, c'est-à-dire je récupère la donnée, je l'exploite, versus je fais le transitaire de données. C'est-à-dire que là, l'administration va se concentrer plus sur un travail de data mining finalement, à récupérer de la donnée et de la contrôler par rapport à ce que les sociétés déclarent. Plutôt là où on l'attend que de s'occuper elle-même de faire transiter de la donnée. Donc c'est ce retrait de l'État dans le projet facturation électronique qui a créé un grand chamboulement en octobre
et qui oblige maintenant toutes les sociétés à avoir une PDP. Parce qu'encore une fois, hein, le but de l'État derrière l'administration, hein, c'est de croiser les données dans tous les sens. Donc, justement, on va y avoir de la donnée qui est normée grâce à cette réforme. Le but, c'est de s'assurer que quand vous collectez, quand vous déduisez plus exactement de la TVA, il y a bien eu une collecte en face. Donc, et tout ça, ça va être, ça va être suivi, je pense, de près de l'administration. Donc, attention aussi, là, encore une fois, à des petits décalages qu'on peut faire sur les DEB, les DS et les CA3 sur certains dossiers. Ça, demain, ça sera beaucoup plus visible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que PayPal, en fait, c'est le canal de transmission. La PDP, c'est le réceptacle. Si on le compare avec Internet, PayPal, c'est un peu l'équivalent de la fibre optique. La PDP, c'est un peu votre box, c'est le codeur-décodeur que vous avez chez vous. Et donc, la PDP, voilà, qui permet de transcrire, de codifier les factures qu'on reçoit ou qu'on émet. Avant de passer à la slide suivante, on n'a pas forcément prévu de temps de questions-réponses à la fin de notre présentation. Donc, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Alors, peut-être une remarque. Donc, l'annuaire, ça, c'est vraiment une fonctionnalité clé de la facturation électronique. C'est ce qui va permettre tout simplement d'envoyer une facture d'un fournisseur à son client. Et donc, l'information, vraiment le pivot, la donnée pivot dans l'annuaire, c'est le numéro de sirène. On va y revenir juste après, le sirène ou sirette en fonction. On va y revenir après, hein, mais clairement, cette donnée qu'on n'a pas, que la plupart des entreprises n'ont pas forcément, soit dans son exhaustivité, soit dans sa qualité, dans sa fraîcheur, dans la mise à jour. Ça, c'est vraiment une donnée qui va devenir vraiment critique sur les différents clients. Et donc, c'est à partir de ce sirène, sirette, et puis aussi de la possibilité pour certains clients de définir des codes de routage, c'est-à-dire pour des grands groupes, pour un établissement dans un grand groupe qui souhaite router, on va dire, les flux de facturation vers différents services pour peut-être gérer différemment ses fournisseurs et puis ses clients, et puis si jamais il y a des activités très différentes, et en fait, il y a c'est ce qu'on appelle le code de routage qui va permettre d'avoir un maillage un petit peu plus fin de l'envoi des flux. Mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un annuaire, c'est ça qui va permettre d'associer un client à une adresse de facturation, de la PDP. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, et c'est ça qui va être aussi perturbant et où il va falloir mettre aussi des nouveaux contrôles, c'est que l'adresse dans l'annuaire, ce n'est pas une adresse électronique, c'est une adresse qui sera très peu compréhensible d'un humain, voilà, avec des chiffres très, très techniques vis-à-vis d'une PDP. Mais c'est l'adresse de la PDP qui permet d'arriver, enfin, du client de la PDP qui permet d'arriver au bon endroit. Donc, l'annuaire, il est déjà, on va dire, en production et utilisé par les PDP. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir de juillet 2025, hein, donc dans quelques mois, il va être accessible à toutes les entreprises. Et donc, on va être en capacité de savoir, voilà, telle entreprise, son adresse de facturation, donc son adresse de PDP, est celle-ci. Et donc, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc là aussi, hein, attention à avoir un master data management qui soit à jour. Commencez à sensibiliser vos clients, commencez à regarder la qualité du master data de vos clients. Parce que si vous avez des fiches clients ou fournisseurs qui sont soit non à jour, soit erronées, soit incomplètes, ça va poser clairement problème demain. Là, typiquement, il y a un client qui nous a contacté, un grand groupe, hein, il y a un problème de master data à mettre à jour. Ils veulent comparer. Alors, ce n'est pas uniquement la complétude du numéro de sirène, hein, donc c'est bien de l'avoir, mais c'est mieux d'avoir le bon. Et donc là, typiquement, ce client-là, c'est plutôt, ils ont une quantité très importante d'entreprises et de petites entreprises avec qui ils travaillent, et ils ont besoin de s'assurer que c'est le bon numéro de sirène, qu'il a été mis à jour, etc. On y reviendra, c'est clairement une typologie de mission qu'on peut vendre aussi à nos clients, de sécuriser ces informations-là. Donc c'est vraiment une information, vraiment une donnée pivot dans la facturation électronique, le CRM Sirette.
Et pour bien comprendre, hein, dans le cadre de la réforme, comment s'insère justement le B2C dans cette réforme, on l'a évoqué, hein, en début de présentation, hein, mais pour que ça soit bien clair, vous devrez reporter en fait vos ventes B2C dans le e-reporting. Donc il n'y aura pas de données, bien sûr, sirène, etc., parce qu'on parle de B2C, donc on n'est pas dans le B2B, mais il faudra reporter votre chiffre d'affaires ou vos tickets Z pour des commerçants. Les codes services. Là, je pense qu'on va. C'est une illustration de ce que Ouais. j'ai expliqué tout à l'heure. Le Sirène, Siret et certaines entreprises pourront choisir un code de routage A, B, C. Et à partir de là, on va avoir une adresse de TDP. Donc ça, voilà, je vous laisserai le lire quand vous aurez le support, mais c'est plus à titre illustratif. Le service, ça va plus s'adresser aux grandes entreprises. Oui, c'est ça. Mais alors, justement, voilà, se pose la question, est-ce que c'est opportun d'utiliser un code de routage ou pas? Et donc, je dirais, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet de traiter, on va dire, d'orienter facilement des factures à différents départements. Donc, clairement, on voit l'intérêt pour des grands groupes. Bon, en revanche, un inconvénient, c'est que ça quand même nécessite un suivi régulier de ces codes de service, que il ne faut pas se tromper dans l'orientation, c'est-à-dire les factures qu'on envoie à l'équipe A ou à l'équipe B. Donc, il y a une gestion de ces codes quand même plus importante. Et puis, bon, si on ne les utilise pas, voilà, là, je dirais, l'inconvénient, c'est que du coup, on reçoit toutes les factures au même endroit et après, il faut un peu les redispatcher dans différents services. Donc, je pense que c'est une problématique qui est clairement plus pour les grands groupes, Ouais. Ouais. mais grands groupes qu'on accompagne. À mon avis, pour des plus petites entreprises, Des ETI, des PME. ouais, Non. parce que je pense Quoique- qu'il faut s'orienter vers. Regarde le diagnostic qu'on a fait. Typiquement, le code service doit permettre à ce que, par exemple, la facture client aille directement à la DV plutôt que de repasser par la compta, quoi, quand tu as un litige. Donc, bon, ouais, c'est déjà pour les grosses PME, Ouais. mais bon, c'est une notion à avoir quand même en tête. Et qui deviendra peut-être demain une mention obligatoire sur Ouais. les factures. Peut-être, ouais. Alors, le fameux mandat opt-in. C'est arrivé très récemment. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est tout frais, ça date de cette semaine. Edouard, Alors, moi, je vais être un peu moins concerné par le sujet, mais le mandat opt-in, qu'est-ce que c'est? C'est le mandat qui est donné, par exemple, à une personne de faire circuler finalement la donnée des sociétés de mémoire. alors, c'est ce mandat, mais c'est aussi surtout un accord formel Oui, de l'entreprise pour contractualiser avec tel PDP. Ouais. En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ce mandat opt-in? C'est parce que l'administration anticipait, on va dire, une démarche commerciale un peu sauvage de PDP à automatiquement, en fait, on va dire, inscrire leurs clients, enfin, leurs clients sur leur PDP. Et donc, voilà, c'est un peu pour contrebarrer cette approche, ce démarchage sauvage, que là, du coup, ils mettent en place un accord formel, hein, ce mandat, qui dit, bon, OK, je confirme que je souhaite que ma PDP, que Penny Lane soit ma PDP, et on signe ça. Ça va permettre aussi, en fait, parce que là, on est très focus sur la partie, OK, il faut y mettre s'inscrire et souscrire une PDP. Il faut aussi se dire que dans la vie du client, après, on va devoir changer de PDP. Et ça va permettre aussi cet accord formel de gérer la portabilité, c'est-à-dire le changement de PDP quand bon le sera. Parce que là encore, si on n'a pas ce document, cet accord formel, on va se retrouver dans des situations où en fait une PDP, non, j'ai pas été au courant, non, vous pouvez pas vous débrancher de la PDP, et puis l'autre PDP qui en fait, vu qu'on peut en avoir qu'une seule par ligne, par sirène, hein, à la réception,
enfin, par sirène / code de routage, etc. Du coup, on serait bien embêté pour enregistrer la nouvelle PDP. Donc voilà, ça va permettre d'administrer un peu mieux tout ce qui est souscription et puis changement, résiliation de PDP. Et donc, en effet, la nouvelle plus récente, c'est que ce mandat, en fait, il devait être signé par le client et par la PDP. Et du coup, là, ce qui a été aussi publié, c'est qu'en fait, l'expert comptable, dis-moi Eric, hein, si on est d'accord, l'expert comptable le client va pouvoir déléguer la signature de ce mandat-là à l'expert comptable, donc pour le compte de son client, avec la PDP. Donc c'est ça le gros changement, c'est que du coup, l'expert comptable va pouvoir prendre un peu cette décision. Ouais, peut être aussi un peu être l'intermédiaire, c'est-à-dire entre le client qui souhaite déléguer là, les factures, etc. Je ne veux pas m'en occuper. Monsieur ou madame l'expert comptable, vous avez la main sur mes comptes. Je vous confie le choix de la PDP qui vous siera le mieux en fonction de mon activité. D'où le fait de connaître bien ces sociétés en portefeuille, ces cas d'usage, parce que si demain vous vous retrouvez avec la faculté de choisir la PDP pour votre client, vous allez tous vraisemblablement utiliser la plateforme des experts comptables, mais qui ne sera peut-être pas celle la plus appropriée par rapport au cas d'usage de vos clients. Vous allez peut-être tous vouloir essayer Penny Lane, parce que Penny Lane, elle vend en coupe, etc. Ça sera peut-être pas la meilleure des plateformes. Donc attention à ce mandat opt-in. Moi, je le vois un petit peu comme une balle qu'on met dans le barillet d'un revolver, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est chouette, c'est bien, on accompagne de plus en plus nos clients. Attention, on commence à mettre les mains un peu dans la gestion du client. Et vous le savez tous que lorsqu'on va un peu trop loin, forcément, on s'expose un peu plus. Et là, vous allez manipuler de la donnée, hein. Vous allez prendre les factures pour les mettre aussi dans la PDP, si vous avez le mandat pour le faire. Alors, le client pourra toujours le faire, mais vous allez intervenir aussi comme maillon dans toute cette chaîne. Ça, c'est assez frais, c'est tout récent. Nous, on est en train d'étudier ça de près, Eric, Christophe et moi, pour voir en fait si ça a un intérêt pour nous d'aller sur ce créneau-là ou pas. Mais voilà, sachez que ça, c'est quelque chose qui nous a été En parvenu. tout cas, ce que ça démontre, c'est que le signal fort pour moi, hein, c'est que ça met quand même l'expert comptable au centre du jeu sur la facturation électronique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui font partie du jeu, hein. Il y a les éditeurs, bien évidemment, mais il y a aussi les banques qui sont très présentes, il y a les OD. Donc, du Les coup, banques, ouais, on est en train de prendre une voilà. grande part de marché. Et Ouais. donc, cette décision, c'est quand même un signal assez fort de dire l'expert comptable, il est quand même au centre du jeu et de la décision, et donc il a vraiment un rôle de tiers de confiance vis-à-vis de son client. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est positif. Là où je te rejoins, Edouard, c'est que du coup, c'est logique, hein, quand on redevient au centre du jeu, On s'expose. on s'expose plus, on a plus de responsabilités, mais au moins, je trouve que ça donne un signal positif pour la profession. Et de simplification pour nous aussi, parce que si on devait avoir de connecter sur 90 PDP différentes pour tous nos clients, ça serait un peu plus compliqué. Là, ça nous permet d'avoir un choix et de proposer un choix en fait à nos clients de 3, 4, 5 PDP, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Et de dire, bon, bah voilà, je maîtrise ces 3 PDP ou ces 4 PDP et sans forcément avoir à maîtriser des dizaines de PDP différentes. Pour information, le mandat opt-in, il peut être formalisé dans le cadre de vos lettres d'accompagnement, de vos propositions de service. Il faut qu'il apparaisse clairement. Voilà. Ça, c'est sur la partie, on va dire, formalisme. Bon, là, on va y passer très rapidement parce que je vois le temps qui passe. Bon, là, ça vous explique un peu le flux. Première étape, en effet, c'est de choisir sa PDP, hein, et surtout d'identifier le sirène ou le SIRET à utiliser, de choisir la PDP. À partir de là, en fait, les factures vont comprendre, hein, ce numéro de PDP
sur lequel en fait la facture doit être payée. Et donc voilà, ça vous explique un peu ce flux-là. On va passer au statut, aux données des cycles de vie, vendeur et acheteur. Là, en fait, dans cette slide, on vous montre les statuts qui vont être obligatoires dans les PDB. Donc, obligatoire, c'est-à-dire que je vais devoir me connecter alors, dans des délais qui sont aujourd'hui inconnus. Enfin, on commence à avoir une idée des délais. On parle de 3 jours, mais on n'y croit pas. Donc, c'est pour ça qu'on disait, Christophe disait tout à l'heure à juste titre, c'est une réforme, je pense, qui va évoluer jusqu'au 1er septembre 2026. Et on n'a pas encore forcément toutes les réponses à nos questions. Mais donc, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a 3 statuts qui vont être obligatoires. C'est statut rejeté, refusé ou suspendu. Donc, c'est-à-dire que lorsque un fournisseur va m'envoyer une facture, je vais avoir X jours pour soit la refuser, soit la rejeter, soit la suspendre. Et à l'inverse, lorsque j'enverrai une facture à un de mes clients, il aura de même de quelques jours pour valider ou non ces statuts. Donc là aussi, bien avoir ça en tête pour l'organisation en fait et la tenue des dossiers, qui valide, qui gère ces statuts. Et puis surtout, en fonction des délais, qui aura la possibilité de gérer ces statuts chez le client, au sein du cabinet, parce qu'on voit bien que clairement, il faudra se connecter, il faudra suivre le flux en fait, des factures entrantes et sortantes de manière régulière. Aujourd'hui, tu l'as précisé, 3 jours. Ouais, aujourd'hui, on parle de 3 jours. Donc, Ouais. typiquement, au mois d'août, Mm. il va falloir trouver quelqu'un Ouais. qui est derrière son écran et qui valide. Mm. Bon, pour le moment, c'est encore une zone d'interrogation. Mm. Les 3 jours, on n'y croit pas trop. Non, on n'y croit pas. Il va y avoir forcément Mm. un petit blocage parce que n'oubliez pas, avec ce nouveau mode, si la facture est rejetée, vous n'êtes pas payé. Mm. Ou si vous avez dépassé ce délai, vous n'êtes pas payé. Donc il va y avoir vraisemblablement un petit pushback, un certain nombre d'entreprises qui vont remonter tout simplement une expérience en disant, en fait, 3 jours, c'est trop juste, j'envoie ma facture, mais si la personne n'est pas là, je ne suis pas payé. On parle aujourd'hui de 3 statuts obligatoires et ensuite on a un certain nombre de statuts qui vont être facultatifs. Les statuts facultatifs, ce sont ceux qui ne sont pas encadrés là sur la slide qu'on vous présente. Alors là aussi, à voir en fonction des PDP s'il y a possibilité d'ajouter ces statuts ou non, et avoir l'opportunité ou pas d'insérer ces statuts en fonction de la taille du client et de l'organisation du client. Nous, il y a des statuts clairement qui peuvent être intéressants, comme par exemple approuvé en litige ou paiement transmis. Ça permet d'avoir un peu de visibilité sur le P2P et sur la vie d'une facture. Sur ce slide, on vous présente également, alors Ouais. avec la facturation électronique, on va avoir aussi des nouveaux champs des nouvelles données de facturation. 4. En effet, l'adresse de livraison des biens, si elle est différente de l'adresse du client. Tout à fait. Le sirène du client, qui aujourd'hui n'était pas une donnée obligatoire sur la facture. L'option de TVA et aussi la distinction entre les biens, prestations de livraison de biens, prestations de services ou alors en mixte. Alors, juste pour préciser très brièvement, c'est pas nouveau, entre guillemets. C'est nouveau la façon dont c'est formalisé, mais les mentions factures, pour le coup, depuis octobre 2022, en principe, toutes les sociétés sont censées avoir sur leur facture des mentions factures correctes. Là, c'est pareil, notre expérience qu'on a pu voir, Christophe, c'est que aujourd'hui, quand vous demandez un échantillonnage de factures à vos clients, les mentions qui sont censées être obligatoires, en tout cas toutes obligatoires depuis octobre 2022, elles sont toujours manquantes. Donc, un des travaux dans le diagnostic que nous, on propose, Eric, Christophe et moi, c'est déjà, en tout cas sur la partie TVA fiscale, déjà de faire une revue des factures. Pourquoi? Parce que si vous êtes en manquement sur ces mentions factures, la facture, elle passera même pas le stade de PDP, elle sera bloquée.
Donc ça aussi, c'est un grand changement de paradigme. Adieu le carnet de facturettes de Datamonic, ça c'est fini. Maintenant, on est sur des factures qui vont remplir un certain nombre de standards, de mentions obligatoires. Toute omission, inexactitude bloquera la facture. Une facture qui est bloquée, c'est une facture qui n'est pas payée. Voilà. Ouais, et puis comment dire, le côté un peu permissif des factures manuelles qu'on avait avant et d'antidater une facture, etc. Ça, demain, vous oubliez en fait. Donc, ça va quand même. Faut bien avoir tout ça en tête. Il y a aussi des données, alors un peu plus d'ordre technique, hein, mais voilà, typiquement le type de facture, ben ça, ça va être géré par les PDP, mais il y a des codifications en fonction de est-ce que c'est une facture autofacturée, une facture commerciale, une facture d'acompte. En fait, elles n'ont pas les mêmes typologies. Et donc là, voilà, il y a des impacts process parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les outils de facturation permettent de bien distinguer en fait, est-ce que c'est une facture d'acompte ou autre. Donc ça, voilà, c'est typiquement des choses sur lesquelles il faudra avoir un peu du sur-mesure entre l'outil de facturation du client, entre la PDP, comment il gère ce point-là. Voilà, là, je propose c'est un exemple, mais je propose qu'on avance parce que le temps passe vite. Les contrôles, bon, ça c'est ce qu'on a expliqué, hein. La PPF n'existant plus sous cette appellation, il n'en demeure pas moins que l'État va être au cœur du réacteur sur le contrôle de la donnée, le contrôle technique des flux, hein, d'une manière générale, le contrôle applicatif. Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont effectués sur les flux de factures, etc. Le contrôle fonctionnel, hein, permettre de s'assurer que les factures déposées, il n'y a pas des doublons, hein. Typiquement, vous envoyez 2 fois une même facture. Est-ce que c'est une erreur? Bah, si elle est correcte, la facture, en principe, la PDP devrait la prendre. Donc, il y a des contrôles qui vont être effectués par l'État. Comme je vous l'expliquais, on est plus en contrôle de la qualité de la donnée plutôt que transmission de flux et contrôle métier. Ben, là, c'était un petit peu ce qu'on disait, hein. Il y aura vraisemblablement des spécificités métiers et ça va être le but aussi de faire un tel type de contrôle, qui est plus d'ailleurs l'apanage de l'État de contrôler que de faciliter des échanges. Voilà, pas spécialement plus. Alors, là, on va laisser Christophe, le team leader de la facturation électronique, vous expliquer votre Non. approche. Alors, en effet, septembre 2026, ça peut paraître assez loin pour certains clients, notamment pour des plus petites organisations. Ce qu'on essaye de montrer en fait sur ce slide, c'est qu'en fait, ça arrive vite. Bon, on avait fait au mois de janvier, maintenant on est au mois de mai, donc déjà, il ne reste plus qu'un an. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, les PDP, il y en a 90 aujourd'hui qui sont immatriculés. Il va y avoir un goulot d'étranglement en fait sur la sollicitation des PDP. Et donc, ce qu'on anticipe, hein, c'est que on va avoir du mal à avoir forcément le bon niveau de réponse aux questions des clients sur le choix de la PDP et que en fait, plus on va se rapprocher de la deadline, hein, plus les PDP, ça va être. Alors, soit ils vont peut-être prendre, déjà, ils vont se limiter à leurs clients en priorité. Soit ce sera vraiment du standard, c'est-à-dire vous signez ou alors on ne va pas faire du sur-mesure. Ou un choix par défaut. Un choix par défaut, c'est celui-ci, c'est tel tarif, etc. Il n'y a pas de négo. Donc c'est pour ça qu'on conseille à nos clients de vraiment anticiper ce choix de la PDP que, en fait, à fin 2025, il faut que le choix de la PDP ait été fait et la contractualisation. Donc, c'est-à-dire la signature du contrat, parce que le choix, c'est une chose, mais ensuite, notamment pour des clients d'une certaine taille, bah, il y a des process achats, de signature, avec sur les conditions tarifaires et les conditions contractuelles. Il y a un certain nombre de choses à regarder quand on contractualise avec une PDP. Où est-ce que les données sont stockées? Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a le SLA en termes de rupture d'activité et de reprise d'activité en cas de problème.
Voilà, si jamais il y a l'entreprise en fait a des difficultés financières, quel est le plan de backup? Enfin, il y a vraiment plusieurs points à voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévoir ce temps d'analyse des contrats et de discussion entre les achats, le juridique et la PDP. Ouais. Comme ça va permettre en fait sur 2026 de travailler sur l'implémentation de la PDP parce que tout le monde dit c'est super simple. Mais bon, en fait, quand il va s'agir d'intégrer des nouveaux flux, soit entre l'outil de facturation et la PDP, entre la PDP et puis la compta, en fait, les choses sont plus compliquées et voilà, ça nécessite l'intégration de données. Le risque, ce serait de s'y prendre très tard et puis de se retrouver dans une situation où, en fait, pour émettre mes factures, je vais faire un extract en fichier TXT de mes factures que je vais uploader dans ma PDP pour l'envoyer. Enfin, grosso modo, on aura tout perdu. C'est-à-dire que ça va nous créer beaucoup plus de charges que d'automatisation. Donc, c'est là où il y a des travaux sur 2026 qui vont devoir être menés à la fois sur l'intégration de cette PDP dans l'écosystème IT et sur l'adaptation en fait des processus. Quand on dit ça, si on dit qu'en fait sur, on va dire, le dernier semestre 2025, enfin sur le deuxième semestre 2025, il faut travailler sur la sélection de la PDP et puis la contractualisation, avant ça, il faut quand même avoir une idée assez précise de quel est l'effort à fournir pour le client sur la mise en conformité avec la facturation électronique. C'est ce qu'on met dans la partie cadrage et donc ça, c'est des travaux à mener dès maintenant. Donc vous voyez qu'en fait, là, bon, on est au mois de mai, on est dedans. Enfin là, Faut pas tarder. tarder. Faut pas perdre de temps. Là. Disons que, et ça va être les slides qui vont suivre. Vous pouvez vous permettre de partir en vacances, l'esprit léger, etc. Mais à la rentrée de septembre, ça va être vraisemblablement le top sujet prioritaire à discuter avec vos clients. Et ça, on va vous parler de la méthode, en tout cas de l'approche. Mais Christophe a raison, le cadrage, la pédagogie, on est tous globalement convaincus que nos clients, pour la grande majorité, ne sont pas prêts, ce qui est le cas des grandes entreprises, je peux vous le confirmer. Elles n'étaient pas tous prêtes, mais pour des PME qui se sentent très éloignées du sujet ou qui vont dire ah, mais la facturation électronique, mais enfin, c'est un PDF avec une signature PDF. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est rien de tout ça. Il va falloir faire un travail de pédagogie. Il faut aller leur porter la bonne parole. C'est un peu l'objectif de cette réunion également. Et le temps de cadrage, comme vient de le dire Christophe, ce n'est pas un temps qu'il faut minimiser. Il ne faut pas prendre à la légère. Au contraire, il y a un petit travail, en tout cas, d'explication à donner. Justement, notre démarche, Christophe. Alors justement, nous, ce qu'on propose, c'est ce qu'on fait avec un certain nombre de clients, c'est la première étape, c'est de faire un diagnostic de préparation à la facturation électronique. Dans ce diagnostic, on a 6 axes d'analyse. Le premier axe d'analyse, c'est autour des cas d'usage, autour du périmètre d'application. Donc, c'est d'avoir une vision claire du portefeuille de clients, comment il se segmente entre le B2B et le B2C, pour savoir voilà, ce qui est du ressort plutôt de l'invoicing ou du e-reporting. C'est de revoir en effet ces cas d'usage pour avoir une vision vraiment très claire en fait de tout ce qui est flux de facturation et spécificité client. Donc ça, voilà, je dirais, en parallèle de ça, il y a un diagnostic fiscal, c'est-à-dire regarder aussi le respect en fait de la réglementation fiscale, notamment sur les facturations. factures. Que disait Edouard tout à l'heure, typiquement de prendre un échantillon de factures pour regarder un peu la tête de ces factures-là, ça va permettre aussi de savoir si en fait on va envoyer une information de mauvaise qualité à l'administration et donc ce qui aujourd'hui ne vous voyez pas forcément directement parce que c'était lors d'un contrôle fiscal où cette mauvaise qualité pouvait se révéler, là avec la facturation électronique, La facture, elle ne partira pas. elle ne partira pas et puis surtout l'administration va pouvoir
faire des contrôles sur cette donnée-là. Et donc, du coup, tu as raison, la facture, en fait, c'est quoi? C'est, si vous le regardez à l'écran, le travail que nous, en tout cas que je fais sur la facture, c'est à la fois la correspondance à la réglementation fiscale sur les mentions de facture. Ça me permet d'avoir une revue de la cartographie des flux. Est-ce qu'on est plus sur une transaction B2B pour cette société ou on va être plus sur du e-reporting parce qu'il y a beaucoup d'intracom? Et ça va être la revue des cas d'usage. C'est là où on va revoir les cas d'usage avec l'échantillonnage de factures. Donc, en tout cas, sur la partie fiscale, c'est le propos introductif. Ce n'est pas une réforme fiscale, hein, la facturation électronique, mais il y a une petite coloration fiscale. Et nous, on va travailler beaucoup sur la cartographie des flux et sur la qualité de la donnée sur les factures. Et donc, ce qu'on va également revoir dans ce diagnostic, c'est la qualité des données, en effet, de la partie, les master data, donc les données clients-fournisseurs, donc là, au travers d'un certain nombre de contrôles. On va regarder le SI, parce que en fait, le choix de la PDP doit être cohérent avec le SI du client. Donc, on va regarder en fait leur ESI pour arriver un peu à une shortlist déjà de PDP intéressante pour ce client-là. Et puis également les process achat-vente, comment est-ce qu'ils sont, on va dire, industrialisés chez mon client pour regarder quels seront les impacts demain avec la facturation. Peut-être préciser, Eric, la facturation électronique, ce n'est pas qu'un sujet métier finance. Ah non, c'est. Tu veux peut-être préciser Alors on y vient juste après, en fait. On le détaille juste après, mais effectivement, il y a un gros impact process et il y a des questions à se poser. On va en parler en parler juste après. sur la partie, on va dire, IT. Alors ouais, et le diagnostic préalable au choix de la PDP, ça, Christophe, si tu veux nous en dire un peu plus. Oui, alors, ce qu'il faut avoir, donc, on va passer en fait, aujourd'hui, on a des données qui sont non structurées. En fait, une facture PDF, c'est une donnée non structurée, c'est-à-dire que c'est sur un fichier texte, mais en fonction des clients, on va retrouver une information à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Aujourd'hui, pour essayer de structurer ces données-là, on utilise ce qu'on appelle l'OCR. L'OCR, elle permet de numériser et du coup de structurer cette donnée. Mais on part d'une donnée qui est non structurée. On part aussi d'une donnée agrégée parce qu'en effet, dans ce qui est reporté aujourd'hui à l'administration, c'est une donnée plutôt agrégée. Et donc là, on va aller vers une donnée transactionnelle, c'est-à-dire une donnée ligne à ligne, facture par facture, qu'on va remettre à l'administration fiscale. Et puis, on était sur un peu à la demande, c'est-à-dire au moment d'un contrôle fiscal, on remet ces informations-là. Et demain, avec la facturation électronique, on va être dans une transmission systématique en temps réel pour le invoicing et de façon très régulière sur le e-reporting. Donc, c'est vraiment ça, hein, les impacts autour de la donnée entre le monde d'hier et puis le monde de demain, enfin le monde d'aujourd'hui et puis le monde de demain, c'est vraiment ces impacts-là. Ce qu'on appelle une donnée structurée. Et c'est important de regarder un peu le format en fait des factures avec la facturation électronique. Il y a 3 formats de factures qui vont être éligibles à la facturation électronique. Il y a le format C2I, il y a le format UBL. Et le troisième, c'est le format FactureX. Le format C2I et le format UBL, c'est des formats assez techniques en fait, qui est assez proche en fait de l'EDI aujourd'hui, et c'est-à-dire qui sont difficilement compréhensibles par un être humain en fait, qui sont difficilement lisibles. Il faut des interpréteurs, pardon, pour pouvoir un peu décodifier, on va dire, une facture UBL et C2I en un format lisible. L'intérêt de la facture X, qui est un des 3 formats éligibles à la facturation électronique et qui quand même... Qui vraisemblablement sera celui pour VIDA en 2030. Voilà, vraisemblablement, ça va être quand même le format qui va être très démocratisé. Pourquoi il va être très démocratisé? C'est parce qu'en fait, c'est un format qui est mixte, qui à la fois, qui ressemble à un PDF, c'est-à-dire on arrive à le lire exactement de la même façon qu'on le lit aujourd'hui, mais qui derrière en fait ce PDF contient un fichier qu'on appelle un fichier XML
et qui justement Excel. structure cette donnée-là. Et donc, c'est un format qui est très intéressant, c'est un format hybride qui permet à la fois d'être dans un format structuré mais lisible. Il faut savoir en tête, par exemple, vous avez beaucoup de clients qui émettent déjà aujourd'hui des formats, des factures au format FactureX. Typiquement, nous, le cabinet, on a des factures. Les factures qu'on émet, qu'on envoie à nos clients, elles sont dans un format FactureX. C'est très simple, il faut aller sur Acrobat, vous ouvrez une facture et vous verrez qu'en fait, il y a un petit fichier XML qui est attaché à cette facture et qui permet de voir le fichier, le format XML. En revanche, aujourd'hui, on n'applique pas de contrôle sur la qualité de cette donnée, hein. Donc, on peut avoir un fichier Heureusement. XML. Si on n'a pas toutes les données de facturation, bon, ben, on peut quand même l'envoyer. Demain, avec la facturation électronique, vu qu'on va avoir un certain nombre de contrôles sur ce fichier XML, en fait, si on a une mauvaise information, bah, du coup, c'est là où il va y avoir un certain nombre de rejets. Donc voilà. Et donc, peut-être juste pour terminer sur ce point, ce qui est intéressant avec cette donnée structurée, c'est qu'on voit qu'avec la facturation électronique, en fait, ça va nous donner une mine d'informations exploitables par des outils data super intéressantes parce qu'en fait, on va avoir toutes les informations de facturation de nos clients et charge à nous après d'imaginer les bons usages autour de cette donnée-là pour essayer de regarder, ben voilà, en termes de prévisionnel de trésorerie, qu'est-ce que ça veut dire. C'est des choses qui vont pouvoir se faire beaucoup plus facilement, de façon automatisée, parce qu'on aura toute cette donnée structurée dans une base. Autrement dit, une fois que ça sera up and running, on sera sur une vitesse de croisière, vous allez pouvoir vous concentrer un peu plus sur l'accompagnement, l'exploitation de la donnée, la valeur ajoutée que vous pouvez proposer au client et être moins dans une position je récupère ce que me donne le client. Non, les choses se font de manière, on va dire, pratiquement automatique et vous allez, comme le disait Christophe, avoir la main sur le cœur du réacteur, la facture. Et donc, le chiffre d'affaires, et donc la marge, etc. Donc, demain, en fait, les métiers, alors je ne vous dis pas pour 2026 ou 2027, on est sur une période un peu plus longue, mais le métier d'expert comptable, d'auditeur, enfin bref, de tout ce qui est conseil du chiffre, va être plutôt sur comment j'arrive à exploiter cette data pour accompagner au mieux mon client sur un prévisionnel de trésor, sur éventuellement repenser ses flux, etc. Donc la facturation électronique, comme le vient de dire Christophe, ça va être un formidable outil pour faire du conseil. Transition parfaite pour la slide suivante. Pour faire du conseil, mais donc on le voit aussi, hein, où il va falloir qu'on évalue en fait les transformations du service comptable. Pourquoi? Parce que pour mettre en place la facturation électronique, il va falloir quand même se poser quelques questions sur les process et l'organisation comptable chez mon client. Donc, premièrement, comme le disait tout à l'heure Christophe très justement, c'est comprendre les flux. C'est cartographier les flux, achats et ventes, cartographier la SI du client pour savoir un peu comment s'implémentent ces flux au sein de l'organisation, où sont les étapes de validation, quand est-ce qu'est émise la facture, comment elles sont reçues. Bref, voilà, avoir une cartographie complète de l'entreprise. Pourquoi on doit se poser aussi toutes ces questions et évaluer en fait la transformation du service comptable? Parce qu'on a vu, on va avoir en fait des choses qui vont être induites par cette réforme, comme la validation des statuts pour le invoicing. Alors, on parle de 3 jours, ce sera peut-être pas 3 jours, mais bref, il va falloir que quelqu'un se connecte régulièrement sur la PDP pour valider les factures. Donc, ça veut dire prévoir aussi des backups dans les équipes. Ça veut dire pour y reporter, avoir une qualité de lettrage et des délais de lettrage qui sont dans les normes. Et donc, on oublie le lettrage un peu, allez, on va dire trimestriel, semestriel ou annuel qu'on peut voir sur des petits dossiers. Quelqu'un peut couper son micro, s'il vous plaît? Il va falloir qu'on mette en place un monitoring, un cadrage en fait des flux et des données qui sont transmises à l'administration.
Il y a un certain nombre en fait de questions à se poser dès à présent et pas en août ou en juillet 2026 parce que ça sera trop tard, mais dès aujourd'hui sur l'organisation de mon entreprise et de mes services comptables aujourd'hui et mon organisation de demain pour être dans les normes et avoir un passage à cette réforme le plus doux et le plus simple possible pour mon client et moi. Gardez aussi en tête que chaque entreprise a son organisation propre. La dernière fois qu'on a fait donc, cette mission de diagnostic au sein d'une société, je vous donne un exemple. La facture, il la maîtrisait. En revanche, tout ce qui était preuve de transport, de livraison, récupération de documents, assurance, etc., ce n'était pas la direction comptable, direction financière qui avait ces éléments. Donc, vous allez vraisemblablement faire face à des organisations spécifiques où la donnée, ça ne sera pas forcément dans son exhaustivité, la direction financière, comptable, qui va la voir. Et donc ça, c'est aussi le diagnostic préalable, c'est de faire en sorte que l'organisation donnée puisse discuter entre elles, en tout cas un peu mieux qu'à l'heure actuelle, parce qu'avec la facturation électronique, vous allez devoir provoquer un petit peu ces échanges. C'était ce qui s'était passé lorsqu'on a fait cette mission chez un client. On s'est rendu compte que la direction comptable n'avait, par exemple, pas trace ou pas les éléments de transport de marchandises, qui sont des éléments importants, notamment sur les mentions factures, au regard de la TVA. Et donc, en cas de contrôle, en fait, on s'apercevait que la donnée n'était pas exhaustive. Dans notre mission de diagnostic aussi, on a mis en place, en fait, on ne vous la présente pas là, mais c'est quelque chose qu'on a sur étagère, une matrice de maturité en fait, des processus, fournisseurs, clients, et notamment aussi sur la piste d'audit fiable. J'ouvre le sujet de la piste d'audit fiable. Aujourd'hui, donc la piste d'audit fiable, c'est un sujet depuis 2013, mais qui n'est pas vraiment un sujet parce que on le voit bien, c'est pas systématiquement demandé en cas de contrôle fiscal, et lorsque c'est demandé, on obtient facilement des délais de 60 jours pour la rédiger. Alors, on a des clients qui nous la demandent très rapidement en disant, tiens, j'ai le contrôleur fiscal qui est là et qui me demande une piste d'audit fiable. Donc, c'est quelque chose qu'on est capable de faire dans des délais plutôt raccourcis. Mais demain, la piste d'audit fiable sera prépondérante en fait à la facturation électronique. Donc, il ne s'agit plus de dire oui, bon, je ferai la piste d'audit fiable lorsque je me ferai contrôler. Non, 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 non. C'est là aussi, profitons en fait de cette réforme et de ces cartographies en fait et de ces questions, de ce diagnostic en fait préalable à la réforme qu'il faut absolument faire d'ici 2026 pour constituer sa piste d'audit fiable. Et là j'insiste, hein, là aussi, hein, soyez prêchez la bonne parole. La piste d'audit fiable ne sera plus quelque part une option, hein, si je puis dire, mais sera encore une fois prépondérante à la réforme et donc une obligation, une réelle obligation, même si elle l'est déjà, à partir de 2026. Un autre point, Christophe, si tu veux peut-être en parler. Donc là, on vient de parler maturité, process fournisseur, facturation. On vient de vous parler TVA, mention facture, régime spécifique. Christophe, le lien avec les DSI, les systèmes d'information. Le choix de la PDP, en effet, il faut regarder en fait quels sont les outils que le client utilise déjà. En fait, où est-ce qu'il travaille, hein, Oui. Clairement, un client qui a des entités dans plusieurs pays et notamment dans lesquels la facturation électronique est déjà applicable, eh ben, il va falloir s'orienter vers une PDP qui couvre plusieurs pays, hein. Il y a des gros acteurs dans les PDP, hein, typiquement Generix, Esker, SAP est immatriculé PDP. Donc clairement, en fait, il faut regarder en fait enfin, où sont positionnés ces PDP dans les différents pays quand on a un client qui a des activités des activités multinationales. Et voilà, je dirais après, c'est vraiment la cohérence avec le système d'information parce que là encore, toutes les PDP disent que ça s'intègre très facilement entre les outils. L'expérience montre que c'est jamais forcément simple, que chaque outil a un peu ses protocoles de sécurité, que c'est pas forcément si
si simple à connecter. Donc, attention à ce doux rêve. Et vous voyez bien dans ce diagnostic l'importance de prendre de la hauteur sur l'ensemble des flux, l'ensemble de l'activité de l'entreprise. On a parlé ici d'organisation, on a parlé de cartographie, on a parlé de SI, on a parlé de flux clients, de flux fournisseurs. Voilà, vraiment, vous devez en fait prendre de la hauteur et avoir une photo précise de l'organisation en fait de l'entreprise ou du client pour pouvoir justement anticiper au mieux cette réforme et voir un peu les impacts. Et ça va encore plus loin parce que vous devez aussi vous poser la question du niveau de préparation des principaux partenaires commerciaux du client. C'est-à-dire, est-ce que les clients de mon client sont prêts? Est-ce que les fournisseurs de mon client sont prêts? Et quel est leur niveau de préparation? Parce que si demain, vous êtes en mesure d'envoyer une facture électronique, mais que votre client n'est pas en mesure de la recevoir, ça va poser de vraies questions. Pour vous donner un petit exemple sur un des dossiers sur lesquels on a travaillé, on nous a indiqué que voilà, un des principaux fournisseurs de clients chez qui on a travaillé remettait la marchandise avec un facturier, une petite facturette. Donc clairement, là, on voit que les degrés de préparation sont relativement élastiques. C'est la dernière slide. Ouais, sur notre démarche commerciale. Ouais. Le team leader. Alors, la démarche commerciale, il y a deux axes dans cette démarche commerciale. Il y a tout d'abord un premier axe naturel, c'est l'accompagnement à la mise en œuvre. Donc là, on va cibler clairement des clients d'une certaine taille, donc tout ce qui est grosse PME, TI, grands groupes. Les clients, en fait, pour lesquels on sait qu'il y a une complexité des master data, c'est-à-dire une base client très large, avec des données de médiocre qualité, des process très manuels. Donc voilà, il faut vraiment essayer de se dire, tiens, ce client-là, vu que vous les connaissez bien quand même, les clients, je sais que ce client-là, il a des clients, il facture un nombre de clients très important, il a des petites factures, mais un nombre de clients très important. Ces process sont jamais quand même très, enfin, soit ils sont très manuels, soit ils sont inefficaces. Et donc, c'est clairement des clients qui nous intéressent en termes d'accompagnement. Et alors là, en accompagnement à la mise en œuvre, donc on est typiquement sur une émission de conseil, on peut faire différentes choses. Donc, on a listé sur ce slide, vous voyez, typiquement les sujets, mais c'est une liste non exhaustive. Après, on fait du sur-mesure en fonction des clients. Mais on peut commencer, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est par un cadrage, par un diagnostic du niveau de maturité du client sur la facturation électronique. On peut les accompagner sur de la mise en conformité fiscale ou sur la rédaction de la PAF. Si on a un client quand même d'une taille beaucoup plus importante et peut-être multinational, là, on peut l'accompagner sur le pilotage du projet à l'échelle européenne. Donc là, on est beaucoup plus dans de la coordination et dans du pilotage de projet, c'est-à-dire on coordonne les différents acteurs. C'est ce qu'on disait, où la facturation électronique, elle implique pratiquement tous les acteurs dans l'entreprise, les achats pour la sélection de la PDP, l'IT pour l'intégration des flux, la finance pour tout ce qui est process, et puis les métiers pour tout ce qui est aussi facturation, c'est-à-dire la finance, il y a la partie comptable, mais il y a aussi toute la partie process cycle de vie complet de la facture client-fournisseur. Donc, voilà, il y a certains clients qui ont besoin de renforts pour piloter ce projet et s'assurer qu'on va respecter les deadlines. Parce que si on ne pilote pas le projet, le plus grand risque, en fait, c'est que tout décale et qu'il se retrouve au mois de juin 2026 à se dire, dis donc, il manque ça. Et acculé. De s'assurer que la conduite du changement auprès des collaborateurs elle est aussi faite, la sensibilisation des collaborateurs, c'est un point aussi très important. On peut accompagner sur des missions là plutôt data, donc de contrôle et de remédiation de la qualité de données. On peut accompagner là plutôt des grands groupes sur des process dans les grands groupes. La sélection d'un outil, c'est un vrai process. C'est des process de RFI, RFP.
c'est un vrai process d'aide à la sélection d'un outil où on va pouvoir avoir des critères de sélection d'un outil et pouvoir benchmarker en fait différentes PDP. Donc ça, typiquement, pour les plus grands groupes, ça peut être simple. Donc on a tout ce socle d'accompagnement à la mise en œuvre, donc que sont les missions de conseil. Et on a un deuxième axe dans notre démarche commerciale. Là, c'est pour nos plus petits clients. C'est pour des clients pour lesquels en fait on tient la compta. Et là, on va pouvoir leur proposer en fait une offre de PDP. Euh, et en fait, là, il y a quand même, parce que c'est aussi notre conviction, c'est que notre intérêt est quand même que le client pour lequel on tient la compta, sa PDP soit quand même le plus proche de l'outil comptable. Parce qu'en fait, si on sélectionne l'outil comptable comme PDP, il y a de grandes chances que pour le coup, que l'intégration des flux de facturation elle soit vraiment automatique, native avec la compta. Donc là, on va travailler beaucoup plus avec nos outils comptables. Aujourd'hui, on utilise 3 outils comptables au sein du cabinet, Penny Lane, Agiris, Cegid. Et on entretient du coup on a maintenant quand même une bonne compréhension en fait des modèles de chacun de ces outils-là, des modèles de facturation sur la PDP, qui sont assez différents en fait. Donc typiquement Penny Lane, eux, ils ont un modèle par abonnement. C'est-à-dire ils vont facturer un coût d'abonnement à un client, quel que soit le nombre de factures. Et puis, nous, en tant qu'expert comptable de ce client-là, on va avoir en fait une remise commerciale sur le prix de l'abonnement du client. Donc, en quelque sorte, ça nous génère aussi du chiffre d'affaires. Agiris, alors eux, ils ont un fonctionnement un peu différent. Et donc, voilà, Penny Lane, eux, ils ont une logique totalement intégrée, c'est-à-dire l'abonnement, on va dire, gestion, facturation du client, comprend également la PDP. Donc, on est sur un abonnement intégré, outil de facturation et PDP. Agiris, eux, ils ont une approche différente, c'est-à-dire ils vont saucissonner un peu les abonnements. Et donc, il va falloir prendre un abonnement à la PDP qui fera que la PDP et potentiellement un outil de facturation si le client n'en a pas. Mais ils ont aussi cette logique d'abonnement, c'est-à-dire voilà, on prend un abonnement quel que soit le nombre de factures. Cegid, eux, ils ont une autre politique, c'est-à-dire ils sont vraiment au volume. C'est-à-dire à la facture, ils ont un coût par facture. Donc voilà, c'est une approche différente. Sur Agiris et Cegid, là, ce sont des fournisseurs qui travaillent uniquement avec des experts, des cabinets comptables comme le nôtre. Et donc là, on est plutôt dans un mode où on va revendre un service. Donc tout ça pour vous dire qu'on connaît, on entretient des relations avec les différentes PDP. Là, on a pris l'exemple sur ces outils comptables. Mais que en fait, on va être aussi en capacité d'avoir une offre commerciale pour les clients pour qui on tient la compta, là encore, de passer par nous pour en tout cas contractualiser avec la PDP. Et donc, je dirais, il y a 2 intérêts dans cette démarche commerciale. C'est que, pour le cabinet, c'est du chiffre d'affaires additionnel, lié à l'abonnement et à la facturation au travers de la PDP. Et puis 2, c'est surtout qu'on garde un lien très fort entre la compta et ces données de facturation qui vont nous permettre ensuite d'exploiter cette donnée comme on l'a dit tout à l'heure, où en effet, ça va nous ouvrir quand même un champ des possibles très, très large sur l'exploitation de la donnée de facturation et puis sur le développement d'autres missions de conseil liées à l'anticipation de trésorerie, liées à voilà, différentes choses. Donc voilà, bien avoir en tête, il y a tout un axe, toute une offre autour du conseil pour nos clients, donc très en amont, on est vraiment dans l'anticipation de la facturation électronique. Donc, je dirais c'est un peu le conseil à la mise en œuvre en septembre 2026. Après, il y aura d'autres missions et ça, elles vont venir aussi au fur et à mesure, l'identification de missions de conseil une fois que la PDP est mise en place, parce qu'on va s'apercevoir qu'un certain nombre de clients, ils auront réduit le projet facturation électronique au choix de la PDP.
Ils vont se retrouver en septembre 2026, ça va fonctionner. Mais ils vont se dire, ah ouais, mais dis donc, en fait, ça me coûte cher parce que au final, ça me prend beaucoup plus de temps, etc. Et donc, je pense qu'il va y avoir des missions de conseil post 1er septembre 2026 pour, pour corriger et rendre efficace quelque chose qui n'a pas été amélioré en amont. Et donc, voilà, ce deuxième axe, offre de PDP, où là, on est plus sur vraiment la production et donc autour de l'émission, réception des factures via la PDP. Point de vigilance, c'est qu'en effet, les banques sont très présentes sur ce secteur-là. Les banques Parce que font de la compta maintenant et donc du coup déclinent ce service à l'extrême. et donc, en fait, elles ont déjà tout le flux de Mm. transactions. Donc, la plupart des banques proposent des abonnements, des outils de facturation qui va permettre la facturation rapprochée très rapidement avec la transaction bancaire. Et en effet, il leur manquera plus que le flux compta. Et c'est là où on n'a pas une très bonne visibilité de notre capacité à s'intégrer facilement avec une PDP banque qui, certes, intégrerait très bien le flux de facturation et la transaction bancaire, mais qui serait peut-être difficilement intégrée dans nos outils comptables. On a rencontré une PDP justement bancaire la semaine dernière avec Christophe. Donc voilà, ça avance. On a de plus en plus de visibilité sur les acteurs. Donc c'est pour ça aussi que au fur et à mesure de nos interventions, de nos webinaires, on ajoute en fait des données. Voilà. Sur la charge de travail, elle est réelle. On ne peut pas dire que Ouais. la facturation électronique va simplifier les choses. C'est comme tout changement, ça implique un minima un investissement. Investissement de la part du client, mais investissement de nous, en tant que conseil qui accompagne nos clients dans cette transition. Donc, clairement, il va y avoir un peu plus de travail. Ça, il va falloir le formaliser, notamment dans les lettres de mission. Et surtout, comme le disait Eric, il va falloir prendre un peu plus de hauteur sur le client, de mieux le connaître, mieux comprendre comment il réalise son activité pour justement apporter le conseil le plus efficace dans le choix de la PDP, comme vient de le rappeler Christian. Vous voulez parler peut-être de la déclinaison de notre approche commerciale? Ouais, et puis surtout voilà, donc vous l'avez compris hein, sur l'ensemble de cette réforme, donc il y a un certain nombre de problématiques, de sujets à avoir en tête pour bien l'anticiper. Mais il y a aussi derrière de la simplification, parce que c'est fini la boîte de chaussures qui sera remise par le client une fois par an avec les facturettes. Ça, normalement, avec cette réforme, on l'aura plus. Il y a un certain nombre d'opportunités. Si vous êtes sollicité par vos clients, alors déjà, évoquez cette réforme avec vos clients. Essayez de sonder la maturité justement de vos clients et sur cette réforme. Et sollicitez-nous, Christophe, Édouard et moi, lorsque vous avez un rendez-vous, une approche avec votre client pour qu'on soit en mesure de lui présenter justement cette réforme et notre démarche et les outils qu'on pourra mettre en place demain. L'objectif, c'est que vous soyez déjà les porte-parole de ce changement. Donc, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, soit vous en profitez maintenant, soit tout de suite à la rentrée de septembre pour échanger avec vos clients sur leur degré de préparation à la facturation électronique. Mais l'idée, c'est d'amorcer une discussion. C'est pas de leur remettre les slides que nous sommes en train de vous présenter. Ça, votre client, il est abreuvé d'informations de facturation électronique. Il n'a pas le temps de les lire. Et puis, il va voir que c'est pas que des aspects comptables ou financiers. Il y a aussi du SI, il y a aussi de la fiscalité, etc. Donc, remettre au client notre approche en version papier, c'est pas la bonne démarche. Amorcer la discussion, organiser un rendez-vous. Christophe, Eric et moi, on sera là pour présenter cette offre à vos côtés et dans l'espoir justement de travailler, on va dire, main dans la main, toutes les équipes du cabinet et que le client comprenne que c'est un changement pour lequel il va être accompagné. Il y aura plusieurs lignes de service qui vont être impliquées, mais nous, ce qu'on a pu voir, enfin, notre retour d'expérience, c'est que les clients ont peur
de cette réforme. Ils en ont tellement peur qu'ils ne veulent pas se pencher dessus tout de suite. Et c'est un petit peu comme lorsque vous voyez le ravin arriver, vous fermez les yeux, puis au bout d'un moment, ben, vous êtes au bord du ravin. Donc c'est tout ce qu'il faut éviter de faire, c'est anticiper. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Christophe, Eric et moi. On vous accompagnera en réunion pour échanger avec le client. Voilà. Vous avez globalement face à vous toute l'équipe qui porte ce projet pluridisciplinaire. Donc ne vous en privez pas. Christophe, le mot de la fin, team leader. Non, ben, merci, merci à vous hein, pour votre participation. Et puis voilà, moi je redirai ce que Edouard a dit. Hein. N'hésitez pas voilà, à en parler à vos clients, montrer que en fait aussi le cabinet, on est présent sur ces sujets-là. Si vous avez besoin de plus d'informations, sollicitez-nous. On a un socle documentaire aussi assez important. Donc voilà, on peut approfondir les connaissances. Hein, là encore, on n'a pas forcément réponse à tout parce qu'il y a des choses qu'on découvre. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, restez pas seul avec vos questions et sachez on travaille hein, au sein du cabinet sur ce sujet-là. Et donc voilà, discuter avec votre client, c'est un bon moyen aussi de faire le point et puis d'échanger au-delà des productions comptables régulières. Et puis voilà, donc vous nous sollicitez, vous sollicitez votre associé et puis et on avance comme ça. Merci à tous Ouais, merci beaucoup. et très bonne journée à tous. Et bon week-end. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.